Le travail principal d'un penseur. Et peu importe qu'il traite de sujets philosophiques, métaphysiques ou spirituels, ou qu'il traite de questions psychologiques, énergétiques ou multidimensionnelles. Le travail principal d'un penseur se déploie sous deux grands aspects. Le premier grand aspect, c'est le travail souterrain de réflexion et de recherche. Souterrain, ou silencieux, ou solitaire. Dans tous les cas, il s'agit d'un travail intense et exigeant de la pensée aux prises avec les complexités et les subtilités des sujets sélectionnés, lesquels sujets doivent toujours être travaillés à des niveaux aussi fondamentaux que possible. La raison, l'intuition et l'expérimentation sont les principaux instruments de travail d'un penseur. Et la raison est l'instance supérieure qui doit réguler les deux autres instruments. Un penseur en est un, essentiellement en raison de sa capacité à utiliser sa raison avec une puissance de haut niveau, dans le traitement fondamental des sujets qu'il explore. Le travail de réflexion et de recherche est un travail exaltant en lui-même, car c'est un travail qui consiste à construire de la compréhension et de la connaissance, à construire des édifices complexes et des édifices subtils faits d'idées fondamentales et de développement de ces idées. C'est un travail qui consiste à construire des systèmes de pensée et des corpus de connaissances, un travail qui consiste à diriger des travaux d'analyse et des travaux de synthèse. À explorer l'intelligence de la réalité. Un penseur travaille à même des questions fondamentales, des mystères fondamentaux, des énigmes fondamentales. Il s'efforce de réduire le domaine des incompris, en développant de la compréhension. Et de réduire le domaine des inconnus, en développant de la connaissance. Il dirige le travail de sa pensée afin de produire de la lumière de compréhension et de la matière de connaissance. Dans le premier grand aspect, un penseur est seul. Et c'est à peine s'il lui est possible de communiquer avec un autre penseur s'occupant des mêmes domaines de pensée que lui. Mais un penseur est heureux de cette solitude, pleinement heureux, car c'est la signification d'un espace de pensée sans parasitage, c'est le fait de pouvoir contempler sans perturbation l'univers des idées. Et pouvoir travailler à même les idées. Un penseur n'est ni un simple créateur de contenu, ni un simple auteur de livres, ni un simple chercheur de vérité, ni un simple éveilleur de conscience. Il est un penseur. C'est-à-dire un intellectuel au sens le plus exigeant et le plus noble, un philosophe au sens le plus exigeant et le plus noble, un enseignant spirituel au sens le plus exigeant et le plus noble. Il fait un travail d'élite en son domaine de pensée. Si l'on ne s'en tient qu'au seul premier grand aspect, un penseur demeurerait strictement inconnu de la société. Et son travail même immense ne laisserait aucune trace dans la société. C'est pourquoi un penseur doit s'atteler aussi à déployer le second grand aspect de son travail. De sa mission. Qui est de vulgariser son travail à travers la création d'une œuvre. Au sens le plus classique de la notion d'œuvre, une bibliothèque de livres écrits de sa main, ou transcrits de sa parole. Mais il s'agit d'une œuvre de vulgarisation. C'est-à-dire d'une œuvre dont la mission est de traduire les résultats de conquête de compréhension et de constitution de connaissances. De traduire les résultats de son travail de réflexion et de recherche, en une œuvre écrite ou dictée dans un langage discursif, sans schéma, sans formule et sans équation. Certes avec la précision des termes nouveaux nécessaires pour exprimer des idées nouvelles. On peut donc dire que le second grand aspect du travail d'un penseur, c'est de travailler à écrire ou à dicter une œuvre de vulgarisation aussi consistante que possible, c'est-à-dire aussi abondante que possible. Une œuvre discursive. Une œuvre de vulgarisation de sa pensée experte, car si cette pensée était donnée directement dans sa forme experte condensée, c'est-à-dire en schéma, formule ou équation, cela réduirait de beaucoup la proportion de personnes qui seraient en mesure d'en profiter, d'en bénéficier. À quoi sert l'œuvre discursive? Écrite de sa main ou transcrite de sa parole. À quoi sert l'œuvre discursive d'un penseur? Elle a la vertu d'opérer un travail sur la psychologie du lecteur assidu. Un travail qui s'opère par la concentration de lecture du lecteur assidu. Un travail qui permet à la psychologie du lecteur assidu de progresser significativement vers l'état de psychologie cosmique. Une psychologie nourrie d'une compréhension plus profonde et plus vaste de la réalité, une compréhension qui développe au sein de la psychologie de plus grandes capacités de souplesse intérieure, de force intérieure et de noblesse intérieure. Et l'effet est d'autant plus grand et d'autant plus profond que la compréhension considérée est pertinente, vaste et profonde. Il existe d'autres vertus à l'œuvre discursive d'un penseur. Mais la vertu la plus grande est bien de nourrir la transformation de la psychologie du lecteur assidu. D'en faire une psychologie de plus en plus proche de l'état de psychologie cosmique. Un penseur qui ne prend pas soin de développer son œuvre discursive. C'est-à-dire qui ne prend pas soin d'écrire ou de dicter un maximum de livres de son vivant. Est un penseur qui prive l'humanité d'un trésor de maturation psychologique. C'est un crime, pour un penseur. C'est-à-dire pour une intelligence d'élite. C'est un crime, que de ne pas consacrer le temps et l'énergie nécessaires à l'élaboration d'une œuvre discursive. Qu'importe qu'il soit possible que l'humanité ne fasse aucun cas de l'œuvre discursive d'un penseur. Un penseur doit investir comme un devoir le fait d'offrir sa chance à l'humanité. C'est-à-dire la chance pour l'humanité de recevoir le don de son œuvre, qu'importe ensuite si l'humanité ignore ou embrasse cette œuvre.